Correction du sujet bac, un nouveau stockage optique, le Blu-ray. Donc toujours sur le même principe avec des cavités creusées sur un disque. On vous donnait la largeur et la longueur des petits creux. On vous disait que qu'on associait un langage binaire au creux et au plat, plus précisément à un changement creux plat ou plat creux avec le nombre 1, et tant que ça reste creux ou tant que ça reste plat, le nombre associé sera le nombre 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous disait? Première question, on vous demandait, donc on vous dit que le laser provient d'une émission stimulée d'atomes. On s'est représenté ici avec les niveaux d'énergie E1 et E2. Dans quel niveau d'énergie l'atome est-il le plus excité? Bon, alors, on le voit facilement. Ici, l'énergie E2 est supérieure à l'énergie E1, donc c'est le niveau E2 qui correspond au niveau d'énergie le plus excité. E2 correspond au niveau d'énergie dans lequel l'atome est le plus excité. On vous demandait la valeur de la longueur d'onde de la radiation qu'il faut envoyer pour permettre à l'atome de passer du niveau E2 à un niveau E1. C'est une émission stimulée, donc il va émettre, donc il va diminuer en termes de niveau d'énergie. Donc on va calculer en termes d'énergie ce qu'il va perdre et on va calculer la longueur d'onde associée. Alors, la formule en plus elle était rappelée ici. Donc la variation d'énergie égale à H nu, donc égale à Hc sur lambda. On en déduit que lambda égale à Hc sur la variation d'énergie. On avait la valeur de H, on avait aussi la valeur de C. Attention, pour la variation d'énergie, je vous rappelle que dans la formule, ici, il va falloir l'exprimer en joules. Donc il faudra convertir les électrovolts en joules. Donc on vous rappelait ici que 1 électronvolt est égal à 1,70-19 joules. Donc pour convertir ici nos électronvolts en joules, il va suffire de multiplier par 1,70 puissance moins 19 joules. Et on obtenait la valeur de 4,04 10 puissance moins 7 mètres, c'est-à-dire 404 nanomètres. On vous demandait en question 1.3, quelle est la longueur d'onde de la radiation émise par l'atome? Alors c'est le principe du laser, c'est qu'on va venir envoyer sur notre atome justement une radiation qui correspond exactement à la même longueur d'onde, pour permettre à notre atome de se désexciter et passer du niveau E2 au niveau E1. Donc on peut dire que voilà, donc on a ici nos niveaux, ici E1 et E2, et dans le principe de la stimulation de l'émission stimulée, on envoie un photon ici avec une longueur d'onde justement qui voudra exactement la même longueur d'onde pour lui permettre ici de redescendre et d'émettre la même longueur d'onde. Donc la réponse à cette question, c'est que ce sera la même valeur. La radiation aura la même longueur d'onde, c'est-à-dire 404 nanomètres. Ensuite, en question 1.4, on vous demandait de donner deux propriétés d'un laser. Donc le laser, parmi ses propriétés, on avait parlé de la directivité. On avait parlé d'une énergie importante tant au niveau temporel que spatial. Il est également monochromatique. Et puis enfin, une dernière chose, les différents atomes qui vont émettre, ils vont se comporter comme des sources cohérentes et ça va donner au laser une grande cohérence de tous ces photons qui vont être émis. Stockage des informations sur le disque laser. Pourquoi dit-on que l'information est stockée sur le disque sous forme binaire? C'est émis directement dans l'énoncé. On va associer des valeurs binaires 1 et 0. Donc effectivement, les informations, grâce au creux et au plat, elles sont stockées sous la forme binaire. L'information est codée avec des 0 et des 1, donc c'est bien un langage binaire. On vous disait ensuite qu'on a représenté la tension issue du microphone qui a permis l'enregistrement du son sur le disque. On vous demande si cette tension est un signal numérique ou analogique. Ici, on voit bien que c'est un signal continu, donc c'est un signal continu, c'est un signal analogique.
Au contraire, je rappelle qu'un signal numérique, c'est un signal qui est discontinu, ou on peut aussi parler de signal discret. Donc là, première chose, on peut noter, c'est un signal analogique puisqu'il est continu. On vous disait ensuite, donc pour ce signal-là, de déterminer la fréquence d'échantillonnage. Donc je rappelle que sur l'axe horizontal, on peut faire une lecture de la période d'échantillonnage qui correspond au petit intervalle. À chaque fois qu'on aura une valeur, elle sera pendant une petite durée. Donc on va faire la mesure de cette durée-là. Pour plus de précision, on va augmenter le nombre de périodes qu'on va prendre. Et donc c'est directement une lecture graphique. Donc, on lit TE sur l'axe horizontal, donc on peut prendre TE pour augmenter la précision, et on trouvait un résultat qui valait à peu près donc 20 microsecondes. Connaissant la période de la période d'échantillonnage, on en déduit la fréquence d'échantillonnage à partir de la formule F égale à 1 sur TE. Enfin, dernière question de cette partie-là, on vous demande comment est-ce qu'il faudrait justement modifier cette fréquence d'échantillonnage pour que le signal envoyé se rapproche davantage du signal qui était ici analogique. On voit bien que la période d'échantillonnage ici, il faudrait que ce soit beaucoup plus petit. Comme ça, on verrait moins justement ces petits crans. Donc, il faudrait avoir une période d'échantillonnage qui soit plus petite et donc augmenter la fréquence d'échantillonnage. On passe à la partie 3, lecture des informations sur le disque laser. Donc, on va regarder peut-être directement le schéma. On connaît, nous, le principe du laser. C'est des faisceaux qui vont arriver, qui vont frapper sur le disque, qui vont frapper le plat ou le creux. Et justement, le creux, il a une certaine distance qui vaut D. Ici, on connaît l'indice de propagation de notre faisceau. Apparemment, c'est dans du polycarbonate. On nous donnait l'indice de réfraction dans ce milieu-là. Et puis, qu'est-ce qu'on vous donnait d'autre comme détail? On vous disait qu'on notait delta L, la différence de parcours des deux parties du faisceau qui se superposent et interfèrent lors de leur détection. Donc, les deux parcours, ça va être dans la figure 1, on voit que les deux faisceaux ont tapé tous les deux ont tapé le plat. Donc là, il n'y aura pas de différence. Les deux faisceaux auront parcouru la même distance, le même chemin. Donc, ce sera des interférences ici constructives. Alors que dans la figure 2, on voit qu'un des faisceaux arrive jusqu'au creux, alors que le deuxième faisceau arrive au plat. Donc, il a parcouru une distance supérieure qui vaut 2D. Et puis, ce qu'on nous dit également dans l'énoncé, c'est que cette distance-là, on va l'appeler delta L. On vous donnait la longueur d'onde de la lumière monochromatique. Elle vaut lambda 0 sur l'indice du polycarbonate. On vous demande en question 3.1 de donner la condition que doit vérifier delta L pour que les interférences soient destructives. Donc, on a vu dans le cours qu'on avait des interférences qui sont destructives quand la différence de marche, nous on l'avait noté delta, elle vaut 2k plus 1 lambda sur 2. Donc ça, c'est la condition pour avoir des interférences destructives. Donc nous, on va le traduire ici avec les données du texte. Donc là, la différence de marche ici dans le texte, elle est notée delta L. Donc on aura des interférences destructives si delta L est égal à 2k plus 1 lambda sur 2. Alors pour la valeur la plus petite de k, si on veut avoir une différence de marche qui soit faible, puisque le CD, on ne le veut pas très épais, donc pour k égale à 0, ça nous donnera delta L égale à lambda sur 2. On vous dit que de montrer justement que le D, la distance D, elle peut s'exprimer en fonction de lambda par la relation D égale à lambda sur 4. Alors nous, on sait que la différence de marche ici sur ce schéma, c'est justement cet aller-retour au niveau du creux. C'est bien ça le parcours, le chemin parcouru en plus par un des faisceaux par rapport à l'autre. Donc c'est ce petit chemin, un aller-retour sur une distance D, c'est-à-dire 2D. Donc cette différence de marche delta L, elle est égale à 2 fois D. Et on venait de dire que c'était aussi égal à lambda sur 2. Donc on en déduit que D est égal à lambda sur 4. On vous demandait de calculer D pour un faisceau de longueur d'onde, lambda 0 égale à 780 nanomètres. Donc on va pouvoir calculer lambda. Donc c'est tout simplement un calcul numérique. Quand on remplaçait par les valeurs,
on trouvait D égale à 126 nanomètres. Dernière question de cette partie, on vous disait dans quel cas le capteur reçoit-il plus de lumière, dans la figure 1 ou dans la figure 2 ? La figure 1, on voit que les deux faisceaux parcourent exactement la même distance, donc la différence de marche est nulle, donc ici c'est des interférences constructives, alors que ici justement il va y avoir une différence de marche qui vaudra lambda sur 2, donc là c'est des interférences destructives. Donc il va percevoir de plus de lumière, évidemment dans le cas de la figure 1. Ensuite, on passe à la suite, à la partie 4. L'intérêt de la technologie Blu-ray. Donc, l'ouverture numérique, c'est tout simplement la valeur de sinus alpha, avec alpha, l'ouverture angulaire. Et puis, on avait également une relation, justement, entre le diamètre du spot lumineux et cette ouverture angulaire et la longueur d'onde lambda 0. On vous donnait ici les valeurs de l'ouverture angulaire et lambda 0 pour le CD, le DVD et le Blu-ray. Donc on pourra en déduire, d'après cette formule-là, D, le diamètre du spot. Et puis on vous donnait aussi justement la distance ou la longueur qu'on pouvait avoir entre deux petits creux gravés sur le CD. Justifier l'appellation Blu-ray en faisant référence à la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est 405 nanomètres. On voit bien qu'à 405 nanomètres, on est dans le violet. Donc c'est ce qu'on peut noter. Pour le Blu-ray, lambda égale à 405 nanomètres, ce qui correspond à une radiation violet-bleu. On vous demandait ensuite quel est le phénomène qui empêche d'obtenir dans chaque cas une longueur de faisceau plus faible. On voit bien qu'il faudrait diminuer à chaque fois ce diamètre du faisceau. Donc pour diminuer le diamètre du faisceau, ce qu'on va faire, on va utiliser une petite fente et puis qu'on pourrait réduire. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir un phénomène de diffraction parce qu'à force de réduire l'ouverture, il va y avoir un phénomène de diffraction qui peut être de plus en plus important qui va apparaître. Donc le phénomène de diffraction empêche d'avoir un diamètre du faisceau plus faible. On vous demandait ensuite, en utilisant les données, vérifier que le diamètre D pour le Blu-ray est compatible avec la distance de 2 L. Donc on a toutes les données. On va déjà calculer la valeur, donc on avait la valeur de lambda 0 et on avait la valeur de sinus alpha, qui était notée l'ouverture angulaire. On peut déjà calculer le diamètre de notre faisceau, d'après la formule. On trouvait 0,581 micromètres, qu'on va comparer avec la longueur de 2L, qui valait 0,60 micromètres. Et on constate qu'on a bien un diamètre inférieur à 2L. Donc ce diamètre-là, il ne va pas chevaucher et toucher deux lignes en même temps. Donc c'est bien ce qu'on veut. Donc dans ce cas-là, c'est bon. Ça va bien respecter les dimensions qui sont demandées. En argumentant votre réponse, expliquez comment il est possible d'améliorer la capacité du stockage. On le voit bien, que plus le diamètre est petit, et plus on va pouvoir stocker, et plus cette distance entre les lignes elle va pouvoir être rapprochée. Sauf que pour éviter la diffraction, on ne peut pas réduire donc le trou de diffraction. On a dit qu'il fallait faire quoi ? Il faut diminuer la longueur d'onde. Donc la seule solution qui va rester, ça va être de réduire. Il faudra encore diminuer D. Et donc pour cela, on va diminuer la longueur d'onde lambda 0. En question 4-5, on vous demande de calculer le débit binaire dans le cas d'une lecture vidéo, en sachant que le disque peut contenir 46 gigaoctets pour environ 4 heures de vidéo. Donc ce débit, on l'a pour le moment, on l'a en gigaoctets par heure, sauf que là on vous demande de l'exprimer en mi-bits par seconde. Donc on va tout simplement convertir. Donc le débit, ce sera la valeur qu'on peut transférer sur divisée par la durée. On va déjà convertir cette valeur qu'on peut convertir en mi-bits. Donc on avait des gigaoctets, on a converti les octets ensuite en bits. Un octet c'est 8 bits. Et ensuite pour convertir en mi-bits, tout simplement on nous disait que 1 mi-bit, c'était 2 à la puissance 20. Donc là, on a converti les 46 gigaoctets en mi-bits.